Salut les gens, aujourd'hui nous allons faire une sorte de double review de Dragon Ball Super. Vu que j'étais occupé sur d'autres projets, j'ai pas réellement eu le temps de préparer la review du chapitre 66. Du coup je vais pas trop m'étaler sur le chapitre 66, mais simplement donner mon avis et apporter quelques trucs qui m'ont intéressé. Du coup dans le chapitre 66 nous avons simplement vu la fin du combat contre Moro, avec un Goku Ultra Instinct qui burst comme un malade pour tenter de péter le cristal de Moro, pendant que de son côté Vegeta essayait de drainer tant bien que mal l'énergie, etc. Que Goku perdait son Ultra Instinct car Moro lui drainait son énergie, et par un mini Genkidama provenant de Oob, Goku retrouve son énergie divine et burst Moro jusqu'à la fin en déployant un golem de ki. Voilà, c'est extrêmement schématisé, mais vous avez l'essentiel. Ah oui, et entre deux, il y avait Whis et Beerus qui avaient été appelés par le Daishinkan ou Zeno, je sais plus exactement, pour discuter du cas Mérus. Concernant ce chapitre, je trouvais que la mise en scène était vraiment très sympa, bien que ça me rappelait deux combats en particulier, l'un contre Anilaza, là, le mob géant là, dans le combat du pouvoir, et Kamuren de Super Dragon Ball Hero. Mais aussi une des pages que j'avais balancées dans un de mes chapitres oubliés, je vous remets ça à l'écran. De même pour le golem d'énergie. Golem d'énergie qui, je trouve, à mon sens, est une technique très sympa, faisant écho à la fois au gigantisme Namek et à la forme Ozaru que prennent les Saiyans. Pour ce qui est du petit Oob qui déploie une énergie divine pour requinquer Goku, ma foi, ça m'a pas plus dérangé que ça. C'est le fait que l'Ultra Instinct a été relayé au rang de transformation divine qui me gêne le plus. Car tout du long depuis qu'on nous a présenté l'Ultra Instinct, on nous le présente comme une technique, donc un peu à l'instar du Kaioken. Mais au final, son fonctionnement ressemble à celui d'une transformation type Super Saiyan, demandant une source d'énergie divine. Bref, du coup, à la fin de ce chapitre, Moro explose en petits morceaux, et voilà, fin. Je m'attendais à un dernier retour de Moro en forme de chèvre ou un truc du genre, mais au final, nous n'avons rien eu de tout ça, et ben, c'est pas plus mal, parce que moi, comme ça, le méchant est battu, et on passe à autre chose. Si je devrais souligner un point qui m'a quand même un peu dérangé, voire pas mal dérangé dans ce chapitre, c'est de voir quand même un Vegeta lancer une sorte de Genkidama. Sur le papier, l'idée est bonne, mais je sais pas, je trouve que ça correspond tellement pas au personnage de Vegeta, qui avait lui-même ses techniques signature, mais bon, c'est un choix comme un autre. Par contre, il y a un point qui m'a quand même fait bien marrer, c'est que nous voyons tous les anciens membres de la Z-Team fournir de l'énergie à Vegeta, le même mec qui les a défoncés plusieurs années auparavant. Et encore un point que je n'ai pas réellement apprécié dans ce chapitre, c'est au sujet de Goten et Trunks. Tout le monde en se concentrant ne serait-ce qu'un tout petit peu est capable de sentir l'énergie de Goku. Ici il est plus ou moins question de ki divin, je suis d'accord. Mais tous les autres membres de la Z-Team, ils ont quand même déployé de l'énergie. D'autres personnages comme Sagambo ou même 73, ils ont déployé de l'énergie. À quel moment Goten et Trunks ne l'ont pas ressenti? Bref, ce point est quand même encore assez flou. Voilà pour le chapitre 66, maintenant embrayons directement sur le chapitre 67. Ce début de chapitre nous sert de passerelle vers le nouvel arc, montrant un peu tout le monde content d'en avoir fini avec Moro, avec un Vegeta qui s'interroge sur la quantité de ki qui est arrivée au dernier moment, à savoir le ki de Oob. Ce à quoi Goku répond plus ou moins « Ouais t'inquiète, on verra ça plus tard ». De son côté, Oob lui ne pige rien du tout à ce qui vient de se passer et c'est tout à fait normal. Et l'arc Moro se termine avec tout le monde mangeant chez Mister Satan. Et sur cette page, il y a deux cases qui m'interpellent. La première avec Gohan, Goten et Trunks, où est-ce qu'on voit les deux gamins qui sont en train de bouder comme si on les avait pas appelés pour le combat. Et une case où on voit la petite Pan qui a un petit peu grandi. Du coup, je suis en train de me poser comme question, pourquoi vous faites toujours pas grandir Goten et Trunks en fait ? Je vais pas recommencer à faire des comparaisons avec le Trunks du futur qui était au même âge beaucoup plus grand que le Trunks que nous avons ici, etc. Mais encore une fois, ça aurait été intéressant de les faire grandir. Ne serait-ce que pour montrer que le temps passe dans Dragon Ball Super. Si tous les autres gamins grandissent mais que Goten et Trunks restent tels qu'ils sont, ça va commencer à poser problème quoi. Et surtout que tout doucement on se rapproche de la période End of Z. Et dans la période End of Z, là oui, on voit clairement que les gosses ont grandi. Et ça ferait à mon sens si Dragon Ball Super venait à rattraper la période End of Z, un de ces quatre. Pour ceux qui savent toujours pas ce que c'est la période End of Z, c'est-à-dire beaucoup de gens, je vous remets ce petit schéma bien bordélique à l'écran. Ensuite, nos héros utilisent les Dragon Ball pour ressusciter les planètes que Moro avait détruites, et tout rentre dans l'ordre, excepté pour un an.
Enfin, c'est vite dit parce que cet enfoiré il respawn quand même lors de la remise des médailles. En fait, le grand prêtre il l'a ressuscité mais en le rendant simplement humain. Enfin, humain, mortel, vous m'avez compris. Là, tout simplement, ils nous ont fait une Dragon Quest 9. Merus était donc ni plus ni moins qu'un célestélien de Dragon Quest 9, c'est-à-dire un ange qui n'avait pas le droit d'agir sur le royaume des mortels. Mais par la magie du scénario, comme dans Dragon Quest 9, il devient mortel, et donc actuellement là, s'il veut faire un peu des conneries sur Terre, il est en droit. Bref, et du coup on nous explique le pourquoi du comment Merus a survécu grâce au grand prêtre. Du coup, Whis, Berus et Kaioshin se retrouvent punis par le grand prêtre, du moins punis, c'est un bien grand mot, et ils doivent s'occuper de Zeno pendant que les gardes du corps de ce dernier sont en vacances. Et au passage, on apprend que c'est grâce à Kaioshin que justement Merus a pu survivre. Et c'est ainsi que s'achève définitivement l'arc Moro, ou bien l'arc Patrouille Galactique. Et pendant ce temps-là, la patrouille galactique fait sa ronde et interroge les anciens soldats de Moro, car ils auraient détecté un étrange signal dans le cratère qu'a laissé Moro en explosant. Nous apprenons alors que Seven-3, là, 73, le robot, a été dérobé par le gang Moro, puis rempli de pouvoir et d'informations. À l'origine, c'était une sorte de coquille vide. Et nous découvrons que la tête de Seven-3 a survécu, et qu'une étrange matière semble envoyer un signal de détresse. Et on voit des contrebandiers récupérer la tête de Seven-3, qui, si on regarde bien, a été partiellement régénérée. À mon avis, ils l'ont foutu dans un bocal de cornichons comme ils avaient fait avec Freezer là dans Fukatsu no F, ou les capsules soignantes qu'il y avait dans l'armée de Freezer tout simplement. C'est ainsi que Seven-3 est ramené à ce qu'on dirait son créateur, afin de distribuer les données récupérées vers les autres modèles de Seven-3. Du coup, à ce moment-là du chapitre, on en déduit qu'il y a plusieurs Seven-3. Inconsciemment, ça me fait penser à l'attaque des clones, et encore plus précisément au fan manga Dragon Ball l'attaque des clones justement. Avec des clones de personnages, comme là à l'époque c'était Goku et Vegeta, ici ce sont des clones de Seven-3. Non loin du vaisseau du créateur de Seven-3, se profile un plus petit vaisseau dirigé par une personne qui se prénomme Granola. Ce Granola débarque dans le vaisseau et se débarrasse très facilement des soldats. Le chef de ce vaisseau demande donc de déployer les unités type 73 quoi, baptisées OG, et du coup Granola se retrouve face à une armée de ninjas nudistes qu'il maîtrise très facilement grâce à un scanner fait par son collaborateur Hotmeal. Hotmeal qui, j'ai oublié de préciser un petit peu avant, semble apporter de l'aide à Granola par le biais d'une radio ou je ne sais pas trop quoi, bref il lui donne des informations. Ni une ni deux, Granola détruit l'armée de soldats nudistes et se retrouve face à Seven-3. C'est comme ça que se termine ce chapitre. Du coup, quelles sont les intentions de Granola ? Premièrement, on peut plus ou moins écarter la piste que ce soit un ange ou une connerie comme ça, car nous avons eu des visuels couleurs et il ne ressemble pas vraiment à un ange. Mais on apprend que l'arc en cours s'appelle l'arc du survivant Granola. Du coup, plusieurs options nous sont proposées. Est-ce que Granola serait l'un des survivants des univers que Zeno a détruits par le passé ? Sincèrement, j'y crois moyennement. Est-ce que ce Granola serait le fameux voyageur temporel de l'univers 12 présenté lors de l'arc Black Goku ? C'est une des pistes qui serait franchement les plus intéressantes, mais en même temps ça niquerait totalement le fan manga que je suis en train de faire sur Earth. Car j'expliquais comme quoi c'était le peuple de Earth qui avait fait cette boulette, etc. etc. Ou est-ce qu'il serait l'un des survivants d'une autre planète que Moro aurait détruit par le passé, ou quelque chose comme ça. Pas forcément Moro, mais une planète qui a été détruite. Là je pars en mode YOLO freestyle, mais imaginez que Freezer aurait détruit la planète de Granola il y a de ça des années, qu'avec les données récupérées dans Seven-3, il déciderait de prendre sa revanche sur Freezer, et du coup ça ferait une alliance avec Goku, Vegeta, etc. pour une bataille finale dantesque. Voire un truc complètement débile, mais qui ferait sens quand même, que ce Granola soit un Tsufoul. Dans le manga papier, ils sont que très peu exploités de souvenirs. Et donc avec les données de Seven-3, qui sont plus ou moins celles sur Goku, Vegeta, etc., voudrait prendre sa revanche sur les Saiyans. Mais après on peut se tromper et que ses intentions ne sont pas malfaisantes, bien au contraire. Et dernière idée complètement farfelue, imaginez que Granola a simplement besoin des données que contient Seven-3 pour créer un être artificiel dans la même lignée que celle, mais cette fois avec des pouvoirs divins. Et donc lancer une rébellion contre les dieux, et donc forcer une alliance entre tous les univers pour affronter un ennemi commun. Ouais, ça fait très Avenger, je suis d'accord, ou bien d'autres comics que je n'ai certainement pas eu,
Mais sincèrement, une méga alliance inter-univers contre un seul ennemi, je trouve que ça pourrait bien clôturer Dragon Ball Super. Bien que de ce que j'ai compris, il devrait encore rester 2 ou 3 arcs, donc je pense que ce genre d'idée ne se mettra pas en place dès maintenant. Et en parlant d'alliance, il n'est pas impossible que Granola s'allie à Freezer, Freezer qui cherchait un coéquipier. Enfin bon, ça c'est encore une idée bancale. Mais en tout cas, j'espère que ce personnage fera passerelle avec certains éléments à intégrer dans Dragon Ball Super qui n'ont pas été réutilisés depuis, comme le personnage de Zarama, cette histoire de voyageur temporel de l'univers 12, bien d'autres éléments de ce genre. Sur ce, je vous dis à la prochaine!